marque, dessin et modèle. C'était sympa, c'était facile. Ça fait 1 heure. Tout va bien? Allez. Le brevet maintenant. Ça, c'est ce qui va être votre quotidien si demain vous faites de la valorisation d'innovation. Donc, mais vous êtes déjà habitués, j'allais dire, les universités font aussi des dépôts de brevets quotidiennement. Donc il y aura des choses qui vont vous parler, d'autres non. Moi j'insiste, l'objectif, vous verrez, à l'issue de la matinée demain matin, petit check-up de tous les essentiels à retenir en matière de propriété intellectuelle. Là, je vous abreuve d'informations. Demain matin, pareil, parce qu'on parlera des contrats avec les industriels pour déjà contractualiser les premières approches. Mais un petit récap demain, simple, d'accord? De la même façon, demain matin, quand on démarrera, je ne sais plus quel est ce créneau demain, pour 9 heures, ce que l'on fera, c'est que on démarrera par vos questions. À l'issue de la journée d'aujourd'hui, si vous avez des questions, on commence par ça demain matin. Hein? Le but, c'est que vous puissiez vraiment prendre en compte les éléments que je vous propose. S'il y a un élément qui ne va pas, qui n'est pas saisi, ou tout simplement si vous voulez arriver sur d'autres approches, si vous êtes sur le côté industriel, vous me dites, mais bon, on va y arriver progressivement. Là, n'oubliez pas, on est sur la première partie, la protection. Donc, protéger une innovation dans notre technique, c'est protéger une invention. C'est une solution à un problème technique. J'insiste. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution, donc il n'y a pas de brevet. Pas de brevet, pas de transfert de technologie, donc on ne fait plus rien. Ok? C'est la base. Donc, toujours le droit d'interdire. Être propriétaire d'un brevet, ça me donne le droit d'interdire tout ce qui est offre, mise dans le commerce, détention, utilisation, fabrication, importation, mais attention, ça n'interdit pas d'exploiter. Parce que moi, mon droit d'interdire, je peux après dire, je ne sais pas, toujours je prends ma bouteille d'eau, j'avance le bouchon, un autre type de bouchon, j'en suis propriétaire, mais je cède les droits d'exploitation à une société qui va le fabriquer, qui va le poser sur ces bouteilles. D'accord? Mais je demeure propriétaire et non brevet de mon bouchon mécanique que je ferme d'une façon qui solutionne un problème. Ok? Je prends toujours des exemples. La bouteille, à chaque fois, j'en ai sur toutes les formations, mais il n'y a plus de problème, je pense, sur une bouteille d'eau. Encore que j'ai vu, peut-être vous avez vu également, il y a de nouveaux dispositifs maintenant de bouchons. C'est même plus des bouchons vissés, c'est pas le petit bouchon électrique, c'est un autre truc en fait, une espèce de capsule. Voilà. Vraisemblablement, il y avait un problème, il y a des gens qui n'arrivaient pas à ouvrir une bouteille en dévissant. Voilà, c'est ça. Donc, valable pour une invention donnée sur un territoire donné pendant 20 ans. Le brevet, c'est 20 ans et sur un territoire donné. Donc, c'est un pacte entre le déposant et la société avec un monopole limité dans le temps, moyennant diffusion de l'invention. On en revient à nos organismes nationaux qui protègent. Et effectivement, on doit éviter les questions de contrefaçon, parce que, comme on l'a dit, contrefaçon, c'est fait la plupart du temps dans un pays en dehors de la loi protégée. Et la contrefaçon, tant qu'elle n'arrive pas sur le territoire où c'est protégé, tout ce qu'on peut faire, c'est quand on va en Chine, s'acheter des baskets Nike ou de Nike. Voilà. Hein? Donc l'intérêt du brevet, que les intérêts pour l'inventeur et pour la société. Hein? Pour la société au sens mercantile du terme, hein? Pas la société, vous et moi. Donc l'inventeur protège sa création, vous êtes chercheur, protégez votre création, ça vous donne la possibilité après de faire des publications. Parce qu'une publication n'est pas une divulgation, mais si vous ne protégez pas, vous divulguez, vous ne pouvez plus protéger. C'est en public, on ne peut plus breveter. C'est public. C'est ce que je vous dis, c'est de la divulgation. Donc ce qu'il faut faire, élément essentiel sur le brevet, protéger, breveter. Si ce n'est pas fait, vous ne pouvez pas intervenir dans des conférences. Si vous le faites, vous divulguez. Et c'est très facile maintenant avec Internet de trouver où vous êtes intervenu, à quel moment, ce que vous avez présenté, et on trouve immédiatement, et après, c'est fini, vous ne pouvez plus protéger. Une fois divulgué, c'est bon. Une fois protégé. Une
fois protégé, vous pouvez publier tout ce que vous voulez. Hein, on joue sur les mots là. Publier, divulguer, protéger, protection. Divulguer, on ne peut plus protéger. Tout à fait. Donc, il faut protéger. Donc, il faut protéger. Voilà. Le prestige pour l'inventeur, c'est un élément essentiel. Coca-Cola. L'inventeur de Coca-Cola, il est mort. Je ne connais pas son nom, mais on se dit tous, ah, l'inventeur de Coca-Cola, voilà, il doit être riche. Ok? C'est ça. Donc ça vous apporte un vrai prestige de protéger. Et moi, c'est souvent ce que je dis aux chercheurs, plutôt que de vous presser à faire une publication qui va vous apporter un rayonnement limité, si vous protégez et que vous publiez, votre protection va totalement sacraliser votre connaissance et vous gagnez en prestige. Que si vous divulguez et qu'on se rend compte que vous n'avez pas protégé, excusez-moi, vous passez pour quelqu'un qui va très malin. Donc en termes de prestige, c'est pareil. Voilà. Donc moi, je dis toujours aux chercheurs avec nous. Pardon? Actuellement, on n'est pas trop loin. Je sais pas, moi, je pas. Je sais On pas fait comment que divulguer l'autre. il faut faire attention. Parce qu'effectivement, c'est en termes de prestige, protéger, ça a vraiment une dimension très forte. Ne serait-ce que pour une université, plus une université a de brevets, plus elle est riche en prestige. Mais inversement, plus une université a des publications qui ne sont pas protégées, plus elle passe pour une université où la science fuit. Tout simplement. Pardon. Vous parlez de publication scientifique. Oui. Mais des fois, on a besoin d'abord de vérifier est-ce que vraiment notre publicité vaut le coup avant de dire avant de la protéger. Et pour ça, vous avez des possibilités contractuelles qu'on verra demain matin qui vous permettent de verrouiller en fait. Avant de. Tout à fait. Ou pendant la procédure. Vous êtes en Algérie. Vous déposez un brevet pour l'Algérie. Vous hésitez à vous dire peut-être je vais protéger au Japon. Vous êtes contacté par une entreprise japonaise qui vient vous voir. Vous leur dites, moi, je n'ai pas encore protégé au Japon, mais ce que je vais vous proposer comme information, on va l'écrire dans un contrat. Et comme ce contrat, on va lui donner une dimension internationale, votre japonais qui est venu à votre université ne pourra pas utiliser votre science, votre invention, pour aller la faire breveter au Japon. Parce que vous avez un contrat qui vous lie, lui, et votre université. Non, ce que je veux dire, c'est autre chose. Peut-être que ce qu'on a découvert n'est pas vraiment une découverte. Moi, j'ai l'impression que j'ai découvert quelque chose. Alors, je dois d'abord le breveter avant de le publier. Mais peut-être que ça ne vaut pas le coup. C'est même pas une découverte. J'en reviens, rappelez-vous, à ce matin, à mes 3 chiffres qui étaient sur la gauche. 918 projets déposés, 243 types de propriétés et 180 et quelques. Alors, on peut protéger pour rien. On peut protéger pour rien. On protège pour rien. Ça me coûte un ticket de 5 000 ou 10 000 ou 30 000 en fonction du pays où je vais. Et après, je ne renouvelle pas la protection, mais au cas où. Donc après, tout est question de stratégie. Donc on fait de la prévoyance. On fait de la stratégie. On fait de la stratégie. Mais effectivement, moi, je conseille systématiquement, parce que les divulgations, elles ont lieu à quel moment? La plupart du temps, c'est quand vous êtes sur des séminaires. Quand vous croisez d'autres chercheurs, vous discutez avec un chercheur allemand, un chercheur espagnol, un brésilien, ah moi j'ai trouvé telle molécule, moi j'ai tel mécanisme, tiens, sympa. Ça s'éparpille, ça part, vous donnez une idée à un ingénieur étranger, il vous pique l'idée. La plupart du temps, c'est ça. Après, c'est vrai ce que vous mettez en avant, que des fois on se dit j'ai une invention, mais je ne sais pas si ça vaut le coup. À vous de mesurer le risque de l'investissement, de breveter quelque chose qui ne vaut pas vraiment le coup. Voilà, c'est une stratégie. Mais la divulgation, la plupart du temps, c'est les congrès, les conventions, les événements à l'international. Moi, c'est pas compliqué. Tous les chercheurs avec lesquels on bosse, quand ils vont à l'étranger, je leur demande de m'appeler. Et en fonction, je leur dis bon, c'est bon, chez nous c'est breveté ou c'est pas breveté. Et si c'est breveté, vous pouvez y aller, vous pourrez parler de ce que vous voulez. Allez-y, lâchez, vous pouvez tout dévoiler. De toute façon, tout est public sur Internet. Pas de problème.
Mais si en revanche rien n'est protégé, je dis hop, il ne faut pas prendre ces billets d'avion. Tout simplement. Donc c'est toujours le bon sens. Sur un événement comme ça, effectivement, mélanger des chercheurs de différentes nationalités, on a envie de parler, mais le prestige, si vous voulez, vous le savez mieux que moi, vous êtes chercheur, moi je ne suis pas chercheur. C'est plus prestigieux d'apporter les résultats de son travail le plus grand nombre que de discuter simplement avec deux chercheurs de nationalités différentes pour faire un concours de celui qui a la formule magique pour rendre la colle plus collante que ce qu'elle est déjà. Donc prestige. La protection apporte le prestige. Immanquablement. Pour le prestige, si je peux juste vous parler du cadre du brevet c'est Constantine, on est à la chaîne nationale, c'est que par exemple pour un doctorant, s'il a le brevet pour la notation des soutenances maintenant pour les doctorats à l'MD, le brevet n'a pas le même poids qu'un article. Avec un article, il peut soutenir, mais s'il a un brevet, il ne peut pas soutenir avec. Donc, Si les nouveaux textes, il peut soutenir. C'est des points, mais il n'est pas comptabilisé comme l'article. Ah, moi, il y a moins de Le brevet, pondération. c'est pas la même pondération qu'un article. Ah, il y a un Dans l'LMD. Ah, l'LMD, le nouveau canevas qui a été agréé l'année passée. Non, le brevet n'a pas le même poids qu'un article. L'article a 50 points. Voilà, 50 points, mais le brevet, c'est moins. Donc, du coup, même pour les doctorants, c'est pas pour. C'est pour ça que moi, ce matin, en introduction, je vous parlais des publications. En fonction des universités, des fois, l'objectif, c'est simplement la publication. Certaines universités ont une stratégie de dire publier, parce qu'il y a un rayonnement à l'international. Mais maintenant, on s'est rendu compte que les publications ne génèrent pas de la valeur. Elles génèrent du prestige, uniquement. Mais une publication qui est préalablement protégée génère, un, du prestige, et deux, potentiellement de la valeur si on fait du transfert de technologie. C'est en fonction de la stratégie, de l'évolution de la stratégie de l'université. Et factuellement, il est toujours préférable de faire des publications quand c'est protégé. Parce que sinon, c'est la fuite de toute la connaissance des universités. Et dans le système classique, là, pour nos thèses et tout, on n'a jamais eu ces notions de brevetage. Donc nous, c'est plus j'ai des publics, plus ça passe et on Mais passe dans je vous rassure, en France, il y a quelques années, c'était pareil. C'était la publication, c'était la course à la publication. Et ça l'est encore. Mais les chercheurs doivent maintenant comprendre que leur invention génère plus de valeur et de prestige si c'est protégé préalablement. Mais la publication aussi, c'est sécurité protection. Exactement. Oui, la publication Non, aussi, si elle est protégée. Si elle est protégée, mais si elle n'est pas protégée. Non, elle est publiée. Et c'est pas protégé, une publication n'est pas protégée. Si je publie un travail et il est repris par un autre, Non, mais tu peux pas l'apporter à Tu ne peux pas le prendre. Tu vas l'apporter Mais il peut le reprendre. Voilà la facilité. Je vous prends un exemple. du plagiat. Mais oui, c'est du plagiat, mais je vous prends un exemple. Soyons très factuels. On est en Algérie aujourd'hui. Ouais. Vous faites une publication sur une science que vous portez. Ok? On a un japonais. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je suis avec le japonais. On a un japonais qui utilise votre publication C'est de riz. et qui dit moi, je suis professeur X à l'université X à Kobe et je dis que. Et il reprend textuellement votre chose, votre publication. Concrètement, vous avez déjà engagé des frais pour attaquer contre plagiat notre chercheur à l'autre bout du monde? Pas de frais, mais on peut. On peut bloquer la public. Vous pouvez bloquer la public. Mais qu'est-ce que ça nous apporte alors? On a bloqué. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est 1 de bloquer, 2 du prestige, et 3 un potentiel de croissance ou de génération d'argent pour vous. Oui, parce qu'après, il ne faut pas oublier, effectivement, il y a la protection et donc il y a la possibilité d'avoir un actif pour l'université, mais vous, en tant qu'inventeur, vous pouvez aussi avoir un retour financier en tant qu'inventeur. Vous n'êtes pas propriétaire du brevet, mais vous êtes inventeur. Et ça génère des revenus pour vous. Nous, on a des inventeurs qui sont devenus millionnaires à la salle. Oui. C'est pas une blague, on va vous Non, en mais parler de c'est cet vrai. exemple. Et nous, Un inventeur on s'est occupé du qui, projet, grâce à nous, est reparti avec 3 millions d'euros. Hein. Anecdote. Hein. Oui, Comment? Mais tout va bien. oui. On a un inventeur chez nous, on a protégé Que sur la pays. Hein. que sur la pays. Parce qu'en plus, il avait des parts dans la Ah startup oui. qu'il avait créé.
Elle va loin, Anastasia. Je ne voulais pas de suite vous achever sur l'après-midi. Je voulais vous dire ça en fin de journée. Mais on a un inventeur chez nous. On a protégé sa techno. Il a créé une start-up. C'était le choix de sortie qu'on a proposé, donc Palo. L'inventeur est reparti avec 3 millions d'euros cash et il récupère régulièrement des royalties sur son invention. Non, mais non. Non. Plus les parts de pays, les parts de la start-up. 3 millions parce qu'il est inventeur. Il a cédé ses actions. 10 millions. Qui lui a donné les 3 millions? Les 3 millions C'est C'est le il a été contrat qu'on a racheté, fait. il a été racheté par un grand groupe international. D'accord. Ça C'est s'appelle nous qui avons fait la Donc, commercialisation. ils nous ont filé l'argent, nous on a rendu aux inventeurs leur part d'inventeur. Par rapport au fait qu'ils sont inventeurs, 3 millions, 10 millions d'euros parce qu'il a cédé ses actions, parce qu'il a été dans la start-up. Et en plus, il est embauché. Il est resté embauché par le grand groupe et donc tous les jours, il reçoit de l'argent parce qu'il continue de travailler dans le grand groupe. Et bon, pour vous rassurer, il était à 2 doigts de divorcer, mais il s'est réalisé parce que c'était compliqué de diviser par 2 ce qu'il avait gagné avec ça. Mais dans l'absolu, on a effectivement des chercheurs qui arrivent à être millionnaires. Oui, oui, là c'est un bel exemple. C'est un exemple, hein. Je ne sais pas si c'est tous les jours. Hein. Attention. Mais typiquement, si on prend cet exemple-là, ce chercheur, il aurait fait une publication sans avoir protégé. Son invention a été prise par notre ami japonais de l'université à Kobe. Il aurait rendu millionnaire un japonais. Et il aurait pu attaquer en justice le japonais, sauf qu'il n'avait pas l'argent pour se payer un avocat qui va faire du droit Japon. Et il n'aurait pas été soutenu plus que ça pour son Non, parce université. qu'il n'avait pas protégé. Et puis en plus, il n'avait pas protégé. Donc, allez-y, allez-y. J'ai présenté un article par notre publication en 2008 aux conférences des jeunes chercheurs français, qui est organisée par l'INSEE de France française, en 2008 à Lyon. Bon, un peu que j'ai présenté en langue française. Bon, après, nous avons un mail de l'université de Lyon, nous dit est-ce qu'on peut le mettre en live, c'est on peut le mettre. Et un jour, 2 mois, 3 mois après, il y a un éditeur qui me contacte, il me dit voilà, est-ce que vous pouvez vérifier cet article? Juste une question. Je télécharge l'article. Je trouve exactement mon nom. Il a juste enlevé mon nom. Il a mis son nom. Il a traduit le texte en français intégralement en anglais. Avec mes résultats, avec mes références, avec mon texte intégral. Exemple type. Puis, bon, la chose à répondre, bon, on a bloqué, je pense, l'université de Lille, parce que on a bloqué la publication, c'est tout. Mais c'est entendu intégralement. Et c'est quelqu'un de nos voisins, c'est un Marocain, c'est un Marocain qui l'a fait, et c'est devenu C'est des étudiants en général. Voilà. Des fois, c'est pas directement pour les articles, c'est pas les résultats qui sont repris intégralement, mais c'est la démarche et les techniques. Par exemple, il y a un labo qui a passé plus de 10 ans à mettre en place des protocoles. C'est le savoir-faire. Comment je peux protéger un protocole expérimental? Vous pouvez protéger un savoir-faire. Oui. D'accord. Parce que là, quand je vois que Non, c'est mais une comment solution technique à un problème, là, c'est pas un problème. C'est juste Mais un protocole. rappelez-vous ce qu'on disait en introduction sur la protection, c'est le savoir-faire. On a propriété artistique et littéraire, la propriété industrielle et le savoir-faire. On n'y est pas encore au savoir-faire. Ok? Bon, au niveau des caméras, il faudra couper quand je dis que le chercheur millionnaire, divorcé, pas divorcé, il faudra couper ça. Parce que sinon, après, il faut faire un montage. Donc, il ne faut pas parler des chercheurs qui sont trop élevés et après, ils ont peut-être plus employés. Les chercheurs millionnaires divorcés, il ne faut pas en parler. Mais c'est en montage, d'accord? Donc, on n'a pas cité les noms, ça compte. Oui, mais bon, le monde est petit, vous savez. Je ne voudrais pas. Le nombre d'exemples est tellement. Voilà, C'est arrivé chez nous. c'est ça. On a trouvé des séquences, on fait directement, le jour même sur le site, exactement. Quelqu'un les a contactés. Et c'est pour ça que moi, je parle un peu librement, de façon humoristique, c'est pour animer la journée, parce que sinon c'est soporifique. Hein. Mais tout ce qu'on vous dit est vrai, mais il faudra couper les passages de montage. Hein, donc voilà. Bon, je continue sur l'attrait pour la société. Quand une société donc, a un brevet, donc elle enrichit son patrimoine technologique et elle a une libre exploitation de l'invention après 20 ans. Ok? Alors, structure du brevet. Là, c'était essentiel ce que je vous montre. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir sur le brevet, c'est ça.
Tout le reste, c'est pas important, ou à peine. Donc, un brevet, ça doit être fait en 6 parties. Et je vous invite vraiment à vous faire épauler par des experts en écriture de brevet. Parce que c'est très facile de contourner un brevet. Les 6 éléments essentiels, c'est 1. Le domaine technique. 2. L'état de la technique antérieure. 3. L'exposé de l'invention revendiquée. 4. Description des dessins. L'explication du mode de réalisation. Et 6. Préciser pourquoi on ne peut pas modifier l'invention que l'on présente. Ok ? Vous devez rajouter en plus des dessins, un abrégé et des revendications. Une revendication, qu'est-ce que c'est? Ça définit la portée juridique de la protection demandée. Ça doit être clair, concis, et ça se fonde sur la description. Et on peut les modifier. C'est important, les revendications. La plupart du temps, quand on contourne un brevet, c'est qu'on n'a pas eu des revendications suffisamment solides. Vous avez protégé. Vous êtes allé faire un séminaire. Vous avez parlé de votre invention, persuadé que c'était protégé. Sauf que dans vos revendications, vous n'avez pas précisé qu'il y avait certains éléments qui étaient modifiables sur votre dessin, sur votre exposé de l'invention. Moi, j'arrive, je dépose un brevet à peu près similaire, mais avec des revendications plus larges. Et j'ai la gagne, parce que mon brevet est plus fort que le vôtre. C'est comme un jeu de cartes. Ok? Alors, en termes de dessin, un dessin de chaussure de base avec des scratchs. La chaussure à scratch pour avoir un peu le pied tendu, c'est ça. Autre exemple, une espèce de distributeur alors ça, c'est un distributeur de boîte à mouchoirs avec poubelle intégrée. Vous avez les mouchoirs qui sont là, vous aurez un petit truc, c'est la petite poubelle là. Il y a des gens qui ont déposé un brevet pour ça. Donc si demain vous voulez vous lancer dans le marché des mouchoirs, des boîtes à mouchoirs, c'est verrouillé. C'est pas l'idée. Ok? Mais ça, c'est sympa, ça, comme dessin. Oui, j'aime bien l'idée. L'idée, ça va. En termes d'idée, toujours en termes de dessin, pour nos amis chimistes, voilà un dessin d'une molécule, voilà, qui est faite sur un dépôt de brevet. Parce qu'un brevet, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Une boîte à mouchoirs, comme une molécule. Ok? Autre exemple de brevet, un simulateur destiné à l'apprentissage de l'intubation trachéale. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui a été déposé depuis des lustres. Mais le dessin du brevet, c'était ça à la base. Si le brevet déposé initialement n'avait pas ce dessin, vous arrivez avec un brevet mieux déposé, avec un dessin, votre brevet est plus fort. Et vous pouvez potentiellement avoir la force sur le brevet. Quand je dis avoir la force, c'est avoir une force plus importante d'interdire. Okay. L'utilité du dessin est essentielle. Un brevet sans dessin est un brevet faible. Alors, conditions pour être au niveau de la brevetabilité, parce que tout n'est pas brevetable. Hein. C'est pas parce qu'on a fait un dessin que c'est brevetable. Donc, ça, 5 éléments essentiels. Si quand vous écrivez votre brevet, ou quand vous êtes en train de rédiger une invention, vous n'avez pas ces éléments-là, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous ne pouvez pas breveter. Donc, il faut que ce soit une invention. Une invention, on est d'accord, c'est quelque chose qu'on a trouvé sur la paillasse, une dimension technologique, c'est la définition de la propriété industrielle comme on l'a vu tout à l'heure. 2, il faut que ce soit suffisamment décrit. Demain, j'ai trouvé le vaccin contre le virus Zika. Si je ne décris pas concrètement mon vaccin, je n'ai pas de force. Susceptible d'application industrielle, c'est essentiel. Un brevet qui est déposé et qui n'a pas d'éventuelle déclinaison industrielle, c'est pas un brevet. J'arrive même pas à trouver une idée d'un objet, d'une molécule ou de n'importe quoi qui n'aurait pas de déclinaison industrielle. Moi, je suis totalement déformé par mon travail à l'heure actuelle. Je trouve une formule de commercialisation, d'industrialisation à tous les sujets. Qu'est-ce qui, selon vous, n'aurait pas de déclinaison industrielle en termes d'invention? C'est difficile, hein, la question, je me suis posé la question maintenant avec vous en direct. On en reparle demain matin. Hein. Je me dis si vous trouvez un truc qui n'aurait aucune déclinaison industrielle. Hein, on laisse mijoter toute la soirée. Ensuite, il faut que ce soit impérativement nouveau.
Si c'est pas nouveau, votre brevet, il tombe à l'eau. Même après le temps. Il faut que ce soit une nouveauté. Pas de nouveauté, votre brevet, il vaut rien. Vous avez dit tout à l'heure que la durée du brevet, c'était 20 ans. C'était 20 ans, mais il faut que ce soit nouveau par rapport au délai qui court sur les brevets déjà déposés. Donc on ne peut pas réinventer la roue après 20 ans. Et puis la roue, c'est donné dans le domaine public. Et comme la formule Coca-Cola, votre formule Coca-Cola, elle est protégée, sauf si vous apportez quelque chose de nouveau, c'est pas un brevet que vous pouvez déposer. Donc qu'est-ce qui pourrait être nouveau dans le segment de Coca-Cola, qui est la couleur du Coca-Cola, qui est le goût du Coca-Cola? Parce que la formule de Coca-Cola, elle n'est pas publique. Non, mais la formule Coca-Cola, c'est un piège. La formule Coca-Cola, c'est un savoir-faire. C'est pas un API. Je sais pas comment ils mélangent, mais c'est bon. Non, mais elle peut protéger. Elle n'est pas bleue. Parce que sinon, ils doivent appliquer. Tout à fait. Et à ce Pour ça, moment-là, ils ont vraiment la garde C'est le savoir-faire. Oui, ils prennent le risque qu'un jour elle soit. Mais Coca-Cola, pour le savoir-faire, c'est un exemple que je ne prends jamais. Quand on abordera le savoir-faire, non mais je l'ai pris, mais parce qu'on n'est pas sur la partie savoir-faire. Sur le savoir-faire, moi je vais vous prendre un autre exemple qui est en rapport avec le sport. Et vous allez voir, vous allez mieux comprendre la dimension du savoir-faire à ce moment-là. Parce que le savoir-faire, c'est toujours un peu touchy. Est-ce que le savoir-faire, c'est le fait de mélanger de l'eau avec de l'huile pour faire de l'huile. Est-ce que le savoir-faire, c'est le fait de faire des sabots d'une certaine façon? Est-ce que le savoir-faire, c'est le fait de mélanger une molécule d'une chimique d'une certaine façon avec une autre molécule? Est-ce qu'il y a un savoir-faire pour doser les choses? C'est très compliqué à appréhender. Moi, j'ai trouvé la formule magique de comment comprendre le savoir-faire. Je vais vous la donner, mais quand on sera sur la partie savoir-faire. Il faut la breveter d'abord. Comment? Non. Je vais vous donner en fait. Vous me direz, je sais pas, à chaque fois quand je parle de savoir-faire, je prends cet exemple-là, en fait, c'est dans un segment du sport bien particulier et qui parle en fait. Et tout le monde se dit, ah oui, c'est vrai, c'est du savoir-faire. Mais ça parle pas tout le monde. Moi, ça parle parce que je suis branché sport, mais vous me direz, d'accord, quand on abordera ce sujet. Donc, je répète, être en présence d'une invention décrite avec une application industrielle, sinon ça ne sert à rien, il faut que ce soit nouveau et inventif. Ok? Je regarde l'heure, on est bien. Donc, une invention. Une invention, pas de définition légale positive claire, on ne sait pas trop ce que c'est une invention. Ça reste très. Il n'y a pas un code juridique définissant à travers le monde une invention. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'invention, c'est ce que vous faites sur la paillasse, ou est-ce que l'invention, c'est l'idée d'avoir la volonté de mettre des fusées réacteurs, mais là, je ne sais pas. Donc, énoncer uniquement un problème à résoudre n'est pas une invention. Quand je vous disais tout à l'heure, sur le brevet, il faut mettre en avant la solution et le problème, mais si dans votre dépôt de brevet vous dites juste le problème pour lutter contre le virus Zika qui fait ça et ça sur le corps humain, mais vous n'avez pas vraiment de solution, c'est pas pour autant que vous pouvez déposer un brevet. c'est une problématique. C'est une problématique. Donc la loi définit ce qui n'est pas une invention. Donc découverte, théorie scientifique, méthode mathématique, création esthétique, programme d'ordinateur en tant que tel. Okay. Ça c'est défini dans la loi. Mais une invention, c'est assez particulier. C'est pour ça que tout ce qui a trait à une invention dans le sens scientifique du terme, on se dit brevet, droit d'interdit. C'est un droit absolu. Alors, prenons des exemples maintenant. Exemple de non-invention. Ça va vous parler. La découverte que la protéine X est appliquée dans la maladie Y. Pas une invention, c'est une découverte. La découverte de nouvelles propriétés d'un matériau connu. Pas une invention. La simple découverte d'une substance trouvée dans la nature sans y associer d'application. C'est pas une invention. L'élucidation du mécanisme d'action d'un médicament connu, c'est pas une invention. La cristallisation d'une protéine, c'est pas une invention non plus. On sait comment ça marche. Ok? Et ça s'appelle quoi? Découverte. Découverte. Et ça, c'est inscrit dans la loi. Ça n'a pas de valeur, là? Si, la valeur scientifique. Des publications. Pas protection. Mais ça n'apporte pas de l'argent. Quand vous faites des publications non protégées, c'est pas parce que je dis que ça ne vaut rien. Moi, je le dis au terme mercantile du terme. Mais au niveau de la science, ça vaut tout le monde. Léonard de Vinci, il a fait plein d'inventions. À l'époque, on ne protégeait pas, il n'y avait pas encore la Convention de Paris.
ça fait avancer la science. Newton, on n'a pas protégé, bon, ça fait avancer la science. Moi j'insiste, hein, je reviens à tout ce que j'ai dit ce matin d'introduction. Je n'ai pas la prétention de faire des leçons, hein. C'est vous plutôt qui devriez m'en faire parce que vous êtes des experts et des docteurs dans vos domaines respectifs. Moi, je vous montre simplement l'éclairage d'un modèle en France, d'une société qui est à mi-chemin entre la recherche académique et le monde industriel. Faire une publication sans protéger, ça vaut tout l'or du monde, si tant est que l'invention ait du sens. Mais je veux dire que voilà, ces découvertes-là ne sont pas du registre de l'invention. Et pour moi, dans mon métier, ça ne me permet pas de remplir mes objectifs. Tout simplement. Mais, vous pouvez faire plein de publications. Allez-y. Ça permet d'avoir des prix Nobel. Et je veux dire qu'une découverte peut être beaucoup plus importante qu'une simple invention. Bien sûr. Sauf que, dans le monde dans lequel nous vivons maintenant, vous découvrez le vaccin contre le sida. Par exemple. Vous vous doutez bien que demain vous faites cette découverte-là. Vous avez au bas mot 7 grands groupes pharmaceutiques qui vous prennent en otage et qui vous demandent impérativement de livrer la formule et eux vont la publier et faire des médicaments. Dans les enjeux de cet ordre-là, la protection redoute. Demain. Donc on peut protéger une découverte. Oui. Ah, d'accord, d'une autre façon, pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en termes, vous demain, vous découvrez le vaccin contre le sida, vous avez le prestige, mais vous n'avez pas l'utilisation et le retour sur investissement. Prenons un exemple, la rage. Pasteur. Pasteur a le prestige d'un inventeur éminent d'avoir découvert. Mais les enfants, la descendance de Pasteur. Mais Pasteur, alors, il faut savoir, hein, est-ce que je préfère être le descendant de Pasteur ou être l'héritier de Mark Zuckerberg? Pour l'instant, je suis plutôt côté Pasteur. Hein. Mais bon, j'attends de voir vraiment si la société est vraiment perdue et que c'est la fin du monde. Mais dans l'absolu, c'est vrai que le prestige, de mon point de vue, irait plus à un inventeur, un scientifique tel que Pasteur ou Marie Curie, qu'à un Mark Zuckerberg qui a fait la marque Facebook dans sa chambre uniquement pour mettre en relation des hommes et des femmes. Vous voyez, bon. Mais au final, dans les faits, je pense que les 10 prochaines générations de Zuckerberg rouleront en Ferrari. Voilà. Donc il faut choisir son camp en fait. Donc choisissez votre camp, vous me dites. Mais donc vous voyez, c'est important en fait ce rapport-là. Moi j'insiste, hein, on fait un job avec Anastasia où on veut décomplexer en fait la science. Dans le sens où moi, je n'apporte aucune valeur aux chercheurs. On est au service d'eux. Vous avez vu pour nos actionnaires, quand j'en parlais ce matin, j'insiste sur le fait qu'on est opérateur de nos actionnaires. On est au service de nos actionnaires. Moi, je ne remets pas en considération la stratégie de recherche scientifique des universités. L'université prend la direction qu'elle veut. Nous, demain, notre modèle, on estime que faire de l'argent, ça n'apporte rien. Moi, je n'ai pas entendu encore un seul président d'université me dire on va faire que de la recherche pour faire de la recherche. Il faut vraiment la valoriser, par exemple. Parce qu'au bout d'un moment, les universités, nous en France, en termes d'autonomie, il faut bien faire vivre les étudiants, il faut bien payer les infrastructures, il faut bien payer le gardien, il faut bien payer les chercheurs, il faut bien payer. Sans argent, la science ne peut pas se développer. Exactement. Ça pouvait à une certaine époque, quand on avait des mécènes qui donnaient de l'argent, mais bon, sauf que les mécènes à l'heure actuelle s'appellent Mark Zuckerberg. C'est un peu compliqué. Si on compte sur lui pour développer la recherche, je ne sais pas où on va aller. Donc, voilà, moi j'insiste, hein, je referme la parenthèse, c'était juste pour vous dire, voilà, une approche qui est l'approche de notre métier. Et je suis qu'avec mon métier, après on peut discuter pendant des heures, la science par rapport à l'argent, mais factuellement, moi je prends toujours l'exemple du vaccin, moi-même je prenais l'exemple du vaccin contre le sida, la formule qui permettrait d'éviter d'avoir un cancer, le chercheur demain qui va trouver ça va être éminemment connu, si tant est qu'on le trouve, ou si tant est que ce soit possible, mais factuellement, vous vous doutez bien que derrière, il y aura des industriels qui vont développer le vaccin. On n'est pas dans un film américain, nous on va distribuer le vaccin par hélicoptère dans des nuages à travers le monde. Moi j'ai arrêté d'être naïf en tout cas. Hein, je le sais aussi, vous ne l'êtes pas depuis bien longtemps. Mais bon voilà.
Exemple d'invention, pour faire le contrepoids avec les non-inventions. La détection de la protéine X pour diagnostiquer la maladie Y en Europe. C'est une invention. Un produit constitué d'un matériau ayant des propriétés anti-choc et utilisé dans une application donnée, c'est une invention. Problème, solution. L'utilisation d'une substance trouvée dans la nature pour ses propriétés antibiotiques, c'est une invention. Un nouvel inhibiteur enzymatique spécialement désigné grâce à la cristallisation d'une protéine, c'est une invention. Vous voyez qu'on est très loin de ce qui n'est pas une invention quand je disais la cristallisation d'une protéine. On sait cristalliser une protéine. Mais dire qu'on a trouvé un nouvel inhibiteur enzymatique désigné pour la cristallisation d'une protéine particulière, là on est dans l'invention. Il faut associer l'application à la. Ok. Excusez-moi, pour les exemples qui concernent surtout la santé et tout ce qui est. C'est parce que moi je suis spécialisé en santé. Non, non, ma réflexion c'était par rapport à ça. Vous savez que quand on a un inhibiteur qui peut arrêter n'importe quel type de cancer, il faut le valider sur l'humain. Moi je propose une molécule. Est-ce qu'à quel stade vous, je dirais, on peut breveter Protéger d'abord. Je protège, même s'il n'y a pas d'effet réel, ça n'a pas été testé cliniquement. Alors, le truc c'est que vous pouvez avoir fait des essais. En tout cas, votre brevet, alors là on rentre dans une complexité des dépôts de brevet. Votre brevet, on garde les 6 critères essentiels. Nouveauté, solution, problème, définition, détail, toutes ces choses-là. Mais vous pouvez déposer votre brevet avec votre inhibiteur en mettant que, au regard de l'application que vous allez en faire, vous pourrez apporter tel résultat. Vous avez déjà des analyses qui sont faites là-dessus. En culture cellulaire, par exemple. Bon. C'est juste en Mais culture. vous avez déjà des résultats, donc vous brevetez vos résultats. Mais cliniquement, je dois avoir une autorisation pour pouvoir tester Ah, mais la attendez. molécule sur l'humain. Moi, je brevette des choses au niveau de la science, par exemple, pour lutter contre le cancer. On n'a pas fait encore de test in vivo. Mais je protège ma stratégie, je protège la molécule. Et bien avant même d'avoir fait des tests sur des souris. Ah, il faut protéger. C'est impératif. Donc voilà. Et normalement, les centres de recherche, ils sont au courant, il faut breveter, par exemple. Au contraire, eux, je pense même qu'ils vous encouragent à breveter avant. S'il faut, impérativement. Non, c'est pas. D'autres questions sur ces exemples-là? Alors, il manque une slide idéalement. Vous voyez, j'ai un trou. Sur la nouveauté, je devrais trouver une slide en précisant des exemples d'inventions nouvelles et d'inventions pas nouvelles. C'est parce que je coince là, vous voyez, je suis incapable de vous dire une invention qui ne serait pas nouvelle et qu'on ne pourrait pas voir. Alors, des inventions peuvent être exclues. Méthode de traitement thérapeutique, diagnostic, chirurgical appliqué sur l'homme ou l'animal, invention contraire aux bonnes mœurs. Et c'est variable selon la législation nationale. Là-dessus, vous voyez aussi, je ne peux pas trop m'engager. D'un pays à l'autre, la dernière fois lorsque j'étais au Maroc, un des collègues marocains mettait en avant le fait de faire des essais cliniques particuliers sur des modifications du génome. Mais pas breveter le fait de vouloir décider que tout le monde va avoir un 6e doigt à la main droite. Donc voilà, il y a des éléments qui ne sont pas brevetables si effectivement on est en dehors des bonnes mœurs. Donc là, c'est sur le plan éthique. C'est sur le plan éthique. Envisager Envisager de pouvoir greffer une oreille sur le front sans but thérapeutique, c'est pas brevetable. Il y a également quelques idées dans le secteur éducatif. Oui. Et au niveau de certaines écoles un peu spécialisées pour les enfants autistes ou bien, il y a des méthodes nouvelles d'apprentissage pour ces gens, pour ces enfants. Du coup, la méthode, c'est ce centre qu'il a développé. Et si par exemple celui qui a assuré la formation quitte ce centre et va dans un autre centre, il peut prendre pareil. Et déjà, donc le centre, comment C'est plus compliqué. Comment on peut protéger Ça, je vais vous en parler après. Je vais vous en parler après parce que, en fonction du statut du chercheur, ça évolue. Vous êtes chercheur attaché à l'université. Et demain, vous pouvez être chercheur attaché à une entreprise. Et vous êtes avec un contrat. Donc tout ça, on va le voir. Je vais y venir après. Probablement, on l'abordera demain, je pense qu'on va manquer de temps.
Mais effectivement, il y a différentes configurations là-dessus. Tout est question. Tout dépend du contrat de départ. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Il n'y avait pas de contrat au départ, ça a été développé au fur et à À ce mesure. moment-là. Et même s'il y a pas de contrat, il y a des choses pour contrer ça. Pour Je vais vous prouver que montrer. ça a été fait Tout à dans. Je vais vous montrer ça. Bon, après j'insiste, hein, il y a des variables en fonction des pays, hein, sur la législation nationale. Ok. Alors, maintenant on va rentrer dans le détail du brevet. On rentre encore plus, on s'enfonce encore plus dans la propriété industrielle. Tout à l'heure, vous vous rappelez, si je recheck nos différentes slides, je vous disais, sur les éléments essentiels, voilà, conditions de profitabilité. Ok. Donc on déroule là, on a vu la notion d'être présent en présence ou une invention, on a vu les exemples, ce qui était un motif, ce qui n'était pas. Maintenant, les conditions de profitabilité, la suffisance de la description. C'est très important. Dans notre brevet, il faut décrire au maximum. Mais il y a des éléments essentiels. L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon claire, complète, pour un homme du métier qui sera en capacité de l'exécuter. Tout à l'heure, je prenais l'exemple d'une basket avec des réacteurs. Demain, si on va sur cet exemple totalement fou et abscon, c'est quel serait l'expert qui pourrait tester vos baskets avec des réacteurs. Okay. Il faut que ça puisse être appréciable à la date du dépôt sur la base des connaissances générales de l'homme du métier. Tout ce qui est connu dans le domaine avant le dépôt. Factuellement, dans tous les offices de dépôt de brevet, vous avez des experts dans votre secteur d'activité qui sont désignés et qui testent et qui évaluent. Mais ils se fondent sur la connaissance actuelle de l'état de l'art. L'homme du métier, on est bien d'accord, c'est un personnage fictif avec une connaissance théorique et pratique du métier. Condition indispensable à l'habilité du brevet, décrire comment réaliser l'invention. Parce que vous êtes en somme face à un examinateur qui va vous dire, moi si je veux reproduire, comment je fais? Et ça, quel que soit le secteur, quel que soit le segment d'activité. L'agro, la physique, la méca, l'électronique, la chimie, la médecine, tout doit être retranscriptible et on peut devoir construire par cet expert cet homme de métier. Mais on est censé avoir un prototype. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Le modèle de brevet que je vous ai pris tout à l'heure de chaussures avec des scratchs, pas de prototype. Je vais poser un brevet simple. Faites un dessin. La boîte de mouchoir, pas besoin de prototype. Vous faites un dessin suffisamment décrit. D'où l'importance de la description. Parce que, je reviens, décrire pour permettre la réalisation de l'invention. Vous n'avez pas de prototype, mais si la personne à l'INPI veut créer le modèle que vous avez fait, votre description doit être suffisante pour qu'il puisse le faire. Donc le prototype, c'est pas la peine. Donc, allons sur la suffisance de la description. Exemple d'éléments souvent nécessaires en chimie. Procédé de synthèse de molécules chimiques, caractérisation des liquides chimiques. Je ne sais pas s'il y avait des chimistes autour avec nous là. Biologiste. Bon, ce sont les mêmes éléments. Nécessaires pour la biologie, donc résultat d'efficacité in vitro, pas in vivo. Anticorps monoclonal, dépôt de l'hydridome dans une banque, donc voilà, et séquençage d'anticorps. Ça aussi, ça va dans la description. Si vous ne le mettez pas, votre brevet sera faible. Et exemple d'éléments souvent souhaités en mécanique, représentation sous forme de dessin du dispositif. Tout simplement. Alors, maintenant, je vais vous faire un peu travailler. Je vous expose une situation. Monsieur X découvre que le récepteur A est impliqué dans la maladie Y. Jusque-là, c'est clair. Il est persuadé que l'utilisation d'un antagoniste du récepteur A pourrait permettre de traiter la maladie Y. Toutefois, il n'a pas encore pu le démontrer. Il propose de déposer une demande de brevet revendiquant de manière générale une molécule chimique antagoniste du récepteur A pour le traitement de Y. Est-ce que c'est une invention? Et si oui, est-elle suffisamment décrite? Oui, c'est C'est une invention. Pourquoi je voudrais créer une molécule
sauf si elle coûte moins cher. Tout à fait. Je serai gagnant sur la deuxième molécule. Sinon, ce ne sera pas une invention. C'est quoi l'utilité? Vous avez raison. En fait, il faut surtout revendiquer et exposer la solution apportée pour l'aide technique. Là, ce n'était pas du tout assez exposé. Donc, il faut une définition fonctionnelle d'un composé chimique, couvrant tous les composés avec l'activité ou l'effet spécifique dans la revendication. Là, ce n'était pas le cas, c'est trop logique. Donc, isoler, caractériser tous les composants. Donc, là, je vous ai mis l'état d'une directive européenne. C'est pas important. Le but, vous voyez, ce que je vous propose toujours dans cette dynamique, c'est de donner des automatismes de contrôle. De dire, je dois protéger, est-ce que sur cette protection c'était suffisamment décrit, pas assez décrit. Allez, on avance. Conditions de rentabilité, l'application industrielle. Donc, l'invention ici, cette d'application industrielle, c'est clair. Et nouveau, ce qui n'est pas compris dans l'état de la technique. J'ai toujours pas d'exemple à prendre. Je suis désolé aujourd'hui, j'arrive pas. Pourtant, j'ai des exemples farfelus, mais j'arrive pas à vous trouver un exemple de chose qui n'est pas dans la technique et qui ne serait pas dans une nouveau au titre du brevet. Je vous laisse le soin de m'en reparler demain. Le premier qui a trouvé un exemple, il a gagné les gloires de la formation. Donc voilà. L'état de la technique, tout ce qui est accessible au public, publication scientifique, brevet, congrès, discussion, orale, produits commercialisés. Et pour déduire la nouveauté, une divulgation doit révéler l'intégralité de l'invention. Voilà, on en revient à ce qu'on disait, divulgation et exposé que vous pouvez faire sur les Z. Alors, sur la nouveauté, de la même façon, petit exercice de style. Très facile. Molécules A et B sont toutes deux connues pour leur efficacité dans le traitement de la maladie Y. Le chercheur découvre que l'association de la molécule A et B sous forme de composition pharmaceutique présente une efficacité bien plus importante que A et B individuellement. L'invention A plus B pour le traitement de Y est-elle nouvelle? Oui. C'est une association. Est-ce que A et B sont déjà brevetés? Oui, C'est déjà breveté. C'est connu. A et B, on les connaît. non, mais le fait de les mélanger. Pas de nouveau. Alors, c'est nouveau ou pas nouveau? Pas C'est de nouveau. nouveau. Pas de nouveau. C'est nous. Voilà. Ça existe déjà sur le marché. Pour moi, c'est nous. Combinaison spécifique d'éléments qui nécessitent d'opérer une sélection à partir de deux produits connus ne peut pas considérer comme divulgués pour l'état de la technique. Par conséquent, elle satisfait l'exigence de nouveauté. C'est bien ça. C'est nouveau. On a aidé, on savait ce qu'on faisait, on savait ce qu'on avait, les mélangés, on n'avait jamais testé, on sait que c'est nouveau. Mais créer une nouvelle formule Mélanger les avec A et B. cerises Tout à fait. et les Juste pommes. l'association des deux. D'accord. Nécessiter par exemple deux médicaments. Donc Prends notre le exemple. premier, il existe, on continue le revenu, l'antibiotique et la vitamine C. Ensemble, ça donne quelque chose. Ça sert à rien de leur dire de les prendre ensemble. Non, mais ça fait une nouveauté. Il faut faire un un exemple qui est trop Et radical. je sais, oui, c'est non, c'est ce que j'ai pensé. Moi, des exemples plus. Non, mais il faut créer un cachet quand Il faut créer un produit et la vitamine C et l'antibiotique ensemble pour dire que c'est une nouveauté. Voilà, Mais le fait de dire qu'il faut les prendre en deux, c'est pas une Non, nouveauté. non. Pour le coup. Je vous propose un autre exemple. Donc, c'est une nouveauté. Lors de sa thèse, là, regarde, on est totalement dans les sujets d'actualité pour vous. Lors de sa thèse, M. X met au point l'invention A. Il a décrit dans son manuscrit de thèse. La thèse est mise en service à la bibliothèque universitaire. Elle ne peut être que consultée sur demande. Attention, c'est important. Il peut être prouvé informatiquement que la thèse a été mise à disposition le 1er janvier 2016, mais qu'elle n'a encore jamais été consultée. L'invention de M. X était une nouvelle. Oui. Mais il a déjà mis une base de données à la bibliothèque, il a divulgué Mais Ça, personne c'est n'a pas bien, été c'est consulté. même s'il n'est pas consulté, mais il l'a mis à la disposition de la bibliothèque. Je vous donne des solutions. C'est deux directives différentes. La description, donc c'est-à-dire le document peut être considéré comme rendu accessible si la date est pertinente, il est possible à des membres du public de prendre connaissance du document ici aucune obligation de confidentialité, limitée par ailleurs l'utilisation et la diffusion des connaissances. Là, dans le cas d'espèce que vous avez pris, c'était pas rendu accessible au public, c'était surdemandé en étant capable de prouver que personne n'avait consulté. On
considère que l'objet du brevet a été rendu accessible au public par un usage ou par un autre moyen si la date de référence il était possible à des personnes publiques de prendre connaissance de cet objet et si celui-ci n'était soumis en aucune mesure visant à préserver son caractère confidentiel. Dans le cas d'espèce, c'était sur demande express. Et restreint l'utilisation et la diffusion des connaissances ainsi acquises. Je vous mets ces exemples-là, vous voyez, avec des directives européennes, pour vous montrer par A plus B que des cas d'espèces comme ça, il y en a plein. Ça a déjà été vu. Mais c'est tellement détaillé, c'est tellement complexe qu'il faut des juristes experts en plus pour permettre de vous apporter des solutions. Parce qu'à toute situation, vous allez trouver un problème. Et sur la simple notion d'évaluation de la nouveauté, vous avez vu, je vous ai mis 2 cas d'espèces différents avec des interprétations sur lesquelles il n'y avait pas de consensus. Il y avait un côté là qui disait oui, de l'autre non. Les exemples, ce n'est pas pour faire l'exercice. Les exemples, c'est pour vous dire attention, en propriété intellectuelle, c'est devenu tellement compliqué, c'est tellement dense avec des directives européennes qu'il faut vous adjoindre les services d'experts. Sans experts, vous prenez un risque. Le risque n'est pas grave, hein, c'est juste de savoir si votre brevet va être suffisamment solide ou pas. Si votre brevet n'est pas dans une approche de nouveauté, il sera moins fort. Voilà. Il faut le savoir. Donc derrière, ce que je veux dire, c'est que vous avez des sociétés comme la nôtre, la SAT, quand on dépose des brevets, nous, on verrouille. La nouveauté, la description, le dessin, tout y passe. Et c'est comme ça. Vous faites appel d'avocat? Alors des fois oui, des fois non. Nous on a des ingénieurs brevets salariés à la SAT avec des expertises, des compétences, et en fonction on s'appuie en plus sur des cabinets pour encore plus verrouiller. J'ai une question. Est-ce que les décisions des structures, là, ils ont des instances qui décident sur est-ce que c'est brevetable ou non? Oui. Est-ce que leurs décisions sont irrévocables? Oui, si l'instance nationale, l'office national, vous déposez le brevet, vous dit non, votre brevet ne vaut rien, c'est pas nouveau, c'est pas inventif, c'est pas décrit, à qui vous voulez déposer? Il n'y a pas des instances je ne sais pas. En France, je sais qu'il y a des instances de recours, mais là, je ne suis pas expert. Ici, si une proposition de brevetage a été, par exemple, refusée. En France. Non, en France ou ailleurs. Ici, quelqu'un d'autre reprend la même proposition et la dépose une autre fois. C'est des questions trop compliquées là, il faut que je vous fasse. Il a le droit, Là, je vous fais une consultation d'avocat si vous voulez. Non, c'est des possibilités, effectivement, mais la réponse n'est pas unique. En fonction du contexte, en fonction de la description, en fonction de tous les éléments, c'est un vrai travail d'avocat. Je ne peux pas vous répondre par un oui ou non. C'est ça que je veux dire. Mais effectivement, il y a des cas d'espèce, moi, que j'ai vu passer, où vous avez des brevets qui ont mal été déposés. L'Institut a dit non, mais là, c'est trop pourri, on ne le dépose pas. Et puis vous avez le chercheur qui a la double nationalité qui va le déposer dans le pays de son autre nationalité. Là, c'est déposé comme lettre à la poste, on se dit bon, c'est quoi ces conneries? Donc il y a quand même des imperfections. Mais ça existe, ça existe. Mais après, les voies de recours sont complexes. Pour les droits de dépôt du brevet, par exemple, il y a une thèse, des doctorants qui est C'est comme tout à l'heure, c'est la même question que vous me posez en fait. On va y venir en fonction du statut que vous avez en tant que salarié dans l'université. C'est toujours la même problématique. On va y venir, Okay. Activité inventive. Alors, pareil, on va un peu rigoler là. Qu'est-ce qu'une activité inventive? Donc, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de la technique. C'est la définition d'inventivité, au sens de la Convention de l'Union de Paris. Ok? Si par exemple un expert qui considère que ce que je viens de proposer comme nouveau brevet, une nouvelle invention, n'est pas suffisamment nouvelle ou intéressante pour être brevetée. Puis au bout de quelques mois, je vois quelqu'un d'autre qui dépose le même brevet ailleurs. Alors, vous ne verrez jamais un office vous refuser une publication. Un office de protection. L'office va vous dire votre brevet est faible, votre brevet ne vaut rien. Il fera des propositions.
Mais il garde une responsabilité. Voilà, mais il ne va pas vous dire non, repartez avec votre brevet. Il y a toujours des éléments qui attestent de votre dépôt et il y a des échanges. Mais de la même façon, on va y venir. Après, je vais vous proposer une frise quand on va parler de la territorialité. Je vais vous expliquer les différentes phases de revendication. Parce qu'entre le moment où vous allez déposer, il va y avoir une durée qui va s'écouler où l'Office de protection va vous rendre ses conclusions. Et ces conclusions vous donnent la possibilité de répondre aussi aux éléments de l'expert. Et donc vous avez toute une durée qui fait que votre brevet est protégé, vous êtes dans des échanges pour densifier les revendications de votre brevet, mais ça ne vous empêche pas pour autant d'être le propriétaire, bien au contraire. Vous ne verrez jamais un office vous dire non, merci, c'est nul, sauf si vous inventez l'arme. Donc, c'est apprécié à la date du dépôt. Notion, c'est la non-évidence, il ne faut pas que ce soit évident, j'insiste sur le terme évident, c'est ce que j'ai mis en bleu. L'homme du métier, on n'en parle pas, je vous en ai déjà parlé, c'est ce personnage fictif avec la connaissance parfaite, technique, théorique, pratique, monsieur, je sais tout, mais dans votre segment d'activité. Bon, la plupart du temps, ce n'est pas un individu dans les offices. Nous, à l'INPI, sur certains segments, ils sont peut-être 50 à évaluer un brevet, pour un seul brevet. Voilà. Et n'est pas inventif si l'état de la technique suggère à l'homme du métier comment réaliser l'invention en utilisant ses capacités professionnelles. Factuellement, prenons le sabot. C'est pas le bon exemple, mais c'est pas grave. Je prends un sabot. Je dis à l'INPI, je prends une bûche de bois, avec une bûche de bois, je fais un sabot de bois. Le cordonnier, expert fictif, va vous dire, je prends mes outils et je vais tailler une chaussure dans une bûche de bois. Votre truc n'est pas inventif. Je saurais le faire parce que je sais me servir de mes mains et de mes outils. En revanche, on est toujours sur le sabot. C'est avec une bûche de bois, je fais des ailes qui me permettent de voler. Je suis expert en aéronautique, je fais ma bûche de bois, mes ailes, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour commencer à m'envoler. Ça peut être considéré comme inventif. C'est des exemples fous, que je vous prends. Mais ces exemples extrêmes, c'est pour désacraliser la notion d'inventivité, la notion de nouveauté. Je veux vraiment arriver sur des choses d'évidence, parce que tout ce qui est fait en termes de dépôt de brevet, c'est l'évidence. Vous avez une inventivité quelque part, ça apporte une solution à un problème, oui, il faut le déposer, mais comment? En l'écrivant, oui, c'est du bon sens. En faisant des dessins, oui, c'est du bon sens. En ayant des revendications, oui, c'est du bon sens. Mais bon, voilà. Après, sinon, je pourrais vous faire la version très austère, prof en fac de droit, mais bon, c'est pas l'intérêt. Le but, c'est d'essayer de se mettre un peu dans le quotidien que vous avez. Quand vous êtes face à des membres de vos équipes qui vont venir vers vous en disant Eureka, j'ai trouvé quelque chose, je veux breveter. La question, ça va être est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est inventif? Est-ce que tu peux le décrire? Et est-ce que moi, tu peux m'expliquer suffisamment pour que je puisse le reproduire? Si déjà ces 4 questions-là, vous les posez aux membres de votre équipe, ça veut dire que vous avez des pistes pour déposer un brevet. On évalue les différences, la nouveauté restante, donc découle-t-elle de la manière évidente de l'état de la technique par le métier? Ça, c'était tout ce que j'ai à vous dire sur la bûche de bois, toutes ces choses-là. Activité inventive. Alors, quelle est ma contribution vis-à-vis de l'art? Quel problème permet de résoudre cette contribution? La résolution du problème apparaît-elle évidente par un homme du métier ayant connaissance de l'art? C'est ce que l'on a déjà un peu dit. Il y a des indices d'activité inventive. L'effet technique de l'invention est surprenant. L'invention a permis d'aller à l'encontre d'un préjugé. L'effet technique est avantageux. S'il y a une combinaison synergique. Effet négatif, effet prévisible ou suggéré dans la littérature, juxtaposition de moyens, ça c'est pas bon. Parce qu'on sait, l'homme de métier va savoir juxtaposer les molécules. L'homme de métier va savoir envisager, si je prends la roue, si je la mets sur quelque chose, ça va rouler, ça va me permettre de tirer quelque chose. Donc il faut être dans une véritable inventivité. Ok? Exemple de préjugés vaincus sur l'inventivité. Pareil, une directive européenne. Après avoir été stérilisé,
Des boissons contenant du gaz carbonique sont transvasées à l'état chaud dans des bouteilles elles-mêmes stérilisées. L'opinion générale est qu'immédiatement après avoir retiré la bouteille du dispositif de remplissage, il faut isoler automatiquement la boisson transvasée du milieu ambiant afin d'éviter qu'elle ne déborde. Voilà déjà, là vous me remerciez de ne pas vous faire un exposé de droit aujourd'hui, hein, parce que sinon c'était la fin pour nous. Donc la mise au point du procédé analogue ne comporte pas, en tout cas ne comportant aucune précaution à prendre pour isoler la boisson de l'air ambiant, impliquerait par conséquent une activité inventive. Vous voyez la nuance, vous voyez le twist entre l'aspect inventif et l'aspect pas inventif. Moi j'aurais tendance à vous dire, tout ce que l'on évoque depuis tout à l'heure, ce qu'il faut retenir, c'est les mots buzzer en fait que je vous donne. Inventivité, c'est un élément essentiel pour déposer un brevet. Vous n'avez pas quelque chose dans votre pipe de recherche qui est inventif, il n'y a pas d'intérêt à investir de l'argent pour déposer un brevet. C'est bien, ça vous apporte peut-être du prestige, ça vous permet de faire une publication, ça vous permet de faire des exposés, mais ce n'est pas la peine d'engager de l'argent pour déposer un brevet. Ok. Allez, là, dernier exemple. Dernier exemple, on n'est pas trop mauvais sur l'heure. Là, c'est pour cumuler donc activité inventive, pour savoir si c'est nouveau et inventif. Donc pareil, un chercheur découvre que le récepteur A est impliqué dans la maladie Y. On est toujours sur le même exemple. Il est persuadé que l'utilisation d'un antagoniste du récepteur A pourrait permettre de traiter la maladie Y. Toutefois, il n'a rien pu démontrer à ce stade. Le chercheur ou la chercheuse, publie un article scientifique dans lequel il révèle le rôle du récepteur A dans la maladie Y et précise en conclusion qu'il compte tester la molécule B pour cibler A dans le but de traiter Y. Mais l'article ne donne aucune preuve scientifique de l'effet de la molécule B dans le traitement de la maladie. Plus tard, donc, le chercheur démontre l'effet de la molécule B dans le traitement Y. Il souhaite à présent breveter l'usage de B dans le traitement de Y. Donc, vous voyez, toutes les questions que vous avez posées, c'est des cas pratiques déjà, auxquels j'avais pensé. Donc là, ça permet de faire une synthèse de tout ce qu'on a dit. Donc, l'invention est-elle nouvelle et inventive? Qu'en pensez-vous? Non, elle a été déjà proposée, mais sans. Je pense qu'elle est nouvelle par rapport à la première. Mettons qu'il l'a publié, il y aura d'autres labos qui peuvent la tester et trouver en parallèle. Non, il l'a publié sans preuve scientifique. Maintenant, il a la preuve. Mais il l'a publié, il y a un autre labo qui peut prendre l'idée et la tester. Donc c'est déjà publié. Donc il a divulgué l'information, la piste de réflexion, même s'il n'a pas prouvé scientifiquement, mais il a déjà donné une piste de réflexion pour les autres laboratoires. Au début, il avait utilisé le conditionnel, donc ça pourrait. Après, il a confirmé. Donc. Il y a deux questions. Est-ce que c'est nouveau, est-ce que c'est inventif? Elle n'est pas nouvelle, elle est inventive. Mais s'il y a quelqu'un qui la présente avant lui, au même temps, c'est qui va prendre Celui qui l'a le présenté. premier Le premier, là, c'est pas la question de quand, enfin, qui a l'antériorité. Là, c'est la question de est-ce que nouvelle. Elle est nouvelle, Elle n'est pas nouvelle. Et est-ce que c'est inventif? On moment où il avait un c'est soupçon, nouveau. c'est pas vraiment nouveau, mais c'est inventif. Donc on n'a pas vérifié l'efficacité de cette invention. Je crois qu'elle n'est pas prouvée, c'est pas une invention. Il faut vérifier l'efficacité. Mais la particularité, en fait, j'en reviens sur ce que je vous disais, c'est que les cas d'espèce sont multiples. C'est facile pour coller, pour poser des questions, je pourrais vous rajouter une ligne pour ajouter un truc compliqué à l'équation. J'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, on effleure la propriété intellectuelle. Il faut retenir les notions de nouveauté et d'inventivité. Je pense que par ces exercices-là, vous avez bien saisi que c'était des éléments essentiels. En l'état, la réponse est la suivante. Oui, l'invention est nouvelle, car aucun document ne divulgue explicitement l'utilisation de B pour traiter Y. Ouais. Mais l'article divulgue le rôle de A dans Y et incite l'homme du métier à considérer la molécule B dans le traitement d'Y.
Donc il aurait été évident pour l'homme de métier de le faire s'il l'avait souhaité. Par conséquent, l'invention n'est pas, en tout cas, l'invention n'est pas inventive. Le terme est approprié, mais c'est ça. Donc, j'insiste, on est dans un schéma où tout est possible, c'est compliqué, on est dans du pur droit, c'est du juridique absolu. Laissez les juristes avec les juristes. Mais ayez à l'esprit que dans votre recherche, avec vos équipes, les critères pour déposer un brevet sont essentiels. Vous avez eu la preuve par A plus B que là, avoir à l'esprit le critère d'inventivité, de nouveauté, c'est essentiel. Parce que si vous n'avez pas ces critères-là, vous allez dans une mauvaise direction. Le brevet ne vaudra rien et vous allez faire dépenser de l'argent pour rien à l'université, à votre travail. Modestement, c'est juste ça que je veux vous proposer. Hein. C'est pas de rentrer dans le détail du juridique. J'ai un autre exemple si vous voulez pour rigoler. Oui. Allez. La protéine X est connue pour être surexprimée dans le cancer. Elle est utilisée en tant que biomarqueur pour le diagnostic du cancer du rein, du sein, de la prostate et du poumon. Madame Y est surprise de découvrir qu'en réalité, dans le cancer du pancréas, la protéine X est sous-exprimée et non pas surexprimée. Aucune explication de ce phénomène n'a été trouvée. Madame Y souhaite revoter l'utilisation de X en tant que biomarqueur du cancer du pancréas. Alors, nouveau et inventif pour l'interrogation? C'est un autre organe qu'elle a cité, donc c'est nouveau pour le pancréas. Maghreb, c'est déjà connu pour. Et est-ce que c'est inventif? C'est inventif. C'est inventif. C'est inventif. Inventif, donc ça résout un problème au niveau du pancréas. C'est inventif. Donc, Elle a ciblé le pancréas, c'est inventif. Maghreb, c'est connu déjà pour. Le problème, c'est inventif, mais elle ne peut pas décrire comment. Prends des points, hein, c'est comme un interview, là, attention. Parce que la question, là, on parlait de surexprimer, sous-exprimer, mais la question, on ne parle pas de ça. Parce que l'événement, c'est toujours le même. La réponse est là. Oui, il s'agit d'une invention, et lui, elle est nouvelle. Le cancer du pancréas en particulier n'a pas été divulgué encore. Donc elle est inventive car l'homme du métier aurait vraisemblablement considéré que X devrait être également surexprimé dans le cancer du pancréas, à l'instar des autres cancers. Or, de manière surprenante, X n'est pas surexprimé, mais sous-exprimé. Donc bien de laisser présager ce comportement inverse. Donc l'homme de métier ne serait pas arrivé à l'invention de matière évidente. Donc l'invention satisfait aux critères d'activité inventive. Voilà. On a manqué. Vous avez marqué les points. Voilà. Donc vous voyez, les modèles, les formats, on en a plein. On en a plein, on peut aller très loin en fait. Mais ça ne sert à rien que je vous déroule plus de cas d'espèce. L'essentiel, c'est de retenir les notions évidentes pour avoir un brevet qui est fort. Sinon, ça ne sert à rien d'investir votre temps, votre argent, votre sueur et votre cerveau dans des dépôts de brevets inutiles. Ça coûte cher le brevet. On va y venir. On va y venir. Ça fait cher. Là, juste encore en termes de base de données. Parce que comment étudier l'inventivité quand on est rattaché à une université dans un pays et que le monde est circulé, c'est-à-dire très vaste. Pareil, là, les bases de données internationales pour rechercher l'antériorité des études de brevetabilité. Nous, on travaille beaucoup là-dessus. Donc, espacenet.com et uspto.gov. Avec donc voilà, les critères de recherche, 100 000 de durée, 5 000 d'espace. Donc ça c'est très utile pour chercher l'inventivité, la nouveauté, pour savoir ce que votre recherche peut déjà avoir suscité comme des bons brevets. Ça peut être utile aussi dans un souci commercial, parce que quand on va aller chercher des prospects, transférer une licence d'exploitation, pour pouvoir les cibler, ça peut être intéressant de savoir sur quel brevet ils travaillent. Parce que ça, les brevets qu'ils ont déposés, ça peut nous dire bon, ils sont intéressés par telle thématique, donc vu que notre brevet répond à telle thématique, ils peuvent faire partie de nos futurs clients. C'est une autre. Donc là, je vous ai mis l'exemple d'espace.net, comment ça se configure, voilà, ce site internet. Vous pouvez chercher
Moi, je vous invite à les consulter, ces sites-là, par curiosité, c'est rigolo. Après, alors voilà, en termes de recherche d'antériorité, petit exemple, on est très marqué Décathlon chez nous à la salle Sud-Est. C'est notre président est un ancien Décathlon, c'est pour ça. On est endoctriné à fond la forme, on fait du sport, ça tout ça. Mais donc, là, vous voyez, j'avais fait une recherche pour un masque de plongée muni d'un tuba intégré. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce masque. C'est un masque avec une vitre unique et avec un tuba intégré qui est au niveau du front. C'est fait uniquement pour rester en flottaison, parce que vous ne pouvez pas plonger, c'est en surface. Donc voilà, exemple, vous voyez Décathlon, brevet international, les numéros de référence, et on en revient au prestige, parce que le prestige est essentiel. Sur le brevet, le dépôt de brevet, vous avez le nom des inventeurs. Donc on peut retrouver qui est l'inventeur. Donc là, ce sont 3 inventeurs. Qui sont les inventeurs de ce masque de plongée particulier? Vous voyez là. Voilà, Caprice Cédric, et Giraud Raphaël, et Cuchia Gabriel. 3 inventeurs. Voilà. Donc vous savez maintenant que si vous utilisez ces masques de plongée-là, vous avez les inventeurs qui sont à l'origine, que vous pouvez trouver sur ces sites internet. Donc il y a toujours le prestige. Et après, on ne sait pas comment les inventeurs ont obtenu de l'argent là-dessus. Ça, c'est une autre histoire, on va en parler, soit tout à l'heure, soit demain. Donc là, l'exemple, je continue sur mon brevet, la recherche d'antériorité, type de modèle et de dessin qui ont été déposés. Vous voyez, le dessin et le produit commercialisé. Donc, le produit n'existait pas encore. Décathlon avait simplement déposé donc, en 2014, le 5 mai 2014, le dessin, le brevet, et après ils ont finalisé leur brevet. Voilà. Ok. Le ramasse d'un chiffre d'affaires intéressant. Pardon? Le masque et le ramasse des chiffres d'affaires. C'était l'année dernière, Oui, c'est en fait ça. Moi j'en ai acheté, pour moi c'est formidable. Mais ça fait pas Ça- Je pense que Décathlon est allé Chez sur nous, un c'était en rupture de Ça stock. fait bien 3 ans qu'il est commercialisé et qu'il fait un carton. Voilà. D'ailleurs, en France, Décathlon, c'est une des entreprises qui dépose le plus de brevets. Mais parce qu'il y a une politique d'innovation interne qui est très importante, avec un département R&D qui est très important. Plus dans le centre Décathlon, c'est un année. Comment? Décathlon, c'est l'année. Oui, c'est l'année. C'est impressionnant, hein, Bon, il est 4h20. Soit on continue encore un peu, mais là je pense que je vous assassine définitivement. Soit on en reste là. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on en reste là. Demain, ce que l'on va aborder, donc, c'est la procédure pour déposer un brevet. Avec tout ce que ça implique de territorialité, avec tout ce que ça implique d'investissement financier, avec tout ce que ça implique de durée. Et ensuite, on parlera donc des techniques contractuelles, en tout cas les techniques contractuelles, de contractualisation, tout ce qui est NDA, pour vous permettre de discuter avec les industriels ou autres quand vous avez un brevet. Mais là-dessus, je passerai relativement vite. Je préfère plutôt être plus long demain matin sur la procédure de brevet. Comment déposer, quelle durée, quelles sont les revendications, comment envisager une stratégie de déploiement de votre brevet sur d'autres pays. Et je vous parlerai aussi de la technique, les différents process de sélection en fait, que nous avons mis en œuvre à la SAT. On fait ça demain matin. L'après-midi, on évoquera dans le détail nos projets de maturation. En somme, une fois qu'on a déposé le brevet, ça veut dire qu'on investit déjà un premier ticket d'argent pour protéger. Et ensuite, on va développer la technologie en investissant. On va la maturer avec un protocole de suivi, avec un patent bien précis. Et une fois que les résultats sont obtenus, on arrivera après à envisager la commercialisation. Demain matin, on finit sur la protection, exclusive sur le brevet. On finira la matinée avec les grands rappels, les grandes lignes, avec les mots focus.
L'après-midi, je vous présente donc la maturation, la stratégie, avec un modèle de projet qu'on a maturé pour vous montrer le schéma d'organisation. Et après, jeudi matin, on parle business. Est-ce que ça vous va comme format? Oui, oui.